Bonjour. Euh, J'espère que ça marche. Donc me voilà à Denver. Vous voyez normalement derrière les Rockies, les montagnes où il fait bon faire du ski et des randonnées, mais qui sont couvertes de brume. Et donc l'idée de ce reportage, j'espère que quelqu'un m'écoute d'ailleurs si... Ah, vous êtes en direct, oui, ça a l'air de marcher. L'idée de ce reportage, c'est comme pour les autres épisodes des Aventuriers de la Liberté, d'aller sur le terrain et de voir comment se passent des réformes de politique publique qu'on pourrait souhaiter d'un point de vue de liberté individuelle. Alors, j'avais été voir les entrepreneurs au Rwanda, j'avais été voir les dissidents à Pékin, les hackers à Berlin, les gens qui font les free schools au Royaume-Uni. Donc tous ceux qui essayent d'expérimenter des modes de vie plus libres, différents, et plutôt que de rester dans les livres, d'aller voir les gens qui véritablement vivent la liberté. Et donc me voici à Denver, puisque vous le savez, le Colorado est le premier État, ou le premier espace politique assez large, à légaliser complètement le cannabis. Alors ça ne veut pas dire que c'est dérégulé, au contraire, puisqu'il y a énormément d'attention qui est portée par les régulateurs locaux pour le faire de manière organisée, rationnelle, d'autant qu'ils savent que le monde entier les regarde. Et ça fait 3 ans que cette légalisation a eu lieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait à travers d'une initiative populaire, l'amendement 64, si je me souviens bien, donc qui a été porté par les citoyens eux-mêmes. Et à l'époque, au Parlement local de Denver, tous les politiques, sauf deux, un républicain libertarien et un démocrate qui a un passé de travailleur social que j'ai rencontré hier, hormis ces deux politiques, tous les autres étaient contre. Donc véritablement, pour arriver à un tel changement, il a fallu que la population, le peuple, les citoyens, prennent en charge cette politique eux-mêmes. Et donc ce référendum a été approuvé à 55%, c'était la première fois aux États-Unis. Et donc ça fait 3 ans que c'est pleinement légalisé. Et quand je dis pleinement légalisé, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez fumer autant que vous voulez, où vous voulez à condition d'être dans un lieu privé, donc pas dans les lieux publics, et vous pouvez surtout faire du commerce. Donc il y a énormément de compagnies qui se sont lancées, des compagnies pour faire pousser le cannabis, d'autres pour le vendre, parfois ce sont les mêmes. Et puis vous avez, là j'étais à une foire B2B du cannabis, vous avez tout un écosystème en fait qui se développe autour, avec des gens qui fournissent l'engrais, des gens qui fournissent la sécurité pour les installations, des gens qui fournissent des assurances, des compagnies d'assurance, des banques qui font des prêts aux compagnies. Et donc en fait ça devient quelque chose d'assez, j'allais dire, d'assez normal, enfin comme n'importe quelle autre industrie. Et d'ailleurs, les gens qu'on rencontre dans ces foires ou dans cet écosystème n'ont plus rien de hippie. Ce sont plutôt des entrepreneurs comme dans tous les autres domaines. Et donc, je vais rencontrer à la fois des business, mais aussi des régulateurs, donc les gens qui au département de State Revenue du Colorado se sont occupés de mettre en place les procédures de légalisation. Et puis les médecins du Health Department qui font des rapports de santé publique. Des chercheurs, des professeurs, des activistes. Alors voilà. Alors, donc merci de me suivre, il y a 200 personnes. Alors, on me demande, Antoine, quelles sont les contraintes pour les revendeurs. Oui, alors les revendeurs, en fait, ce sont les vendeurs, puisqu'en fait, on ne peut acheter le cannabis légalisé, donc on peut l'acheter d'abord sous toutes les formes, donc on peut acheter sous forme de fleurs, pour rouler des joints à l'ancienne, si je puis dire, mais aussi sous forme de bonbons, ce qu'on appelle les edibles, donc il y a de tout, des bonbons, des glaces, des chocolats, des crèmes.
Et puis enfin, et ça c'est en fait de plus en plus populaire, c'est ce que j'ai là, c'est de l'huile de cannabis, donc avec une très pure, avec 85% de THC, et donc un vaporisateur. Vous appuyez là, ça chauffe un petit peu, et vous prenez une ou deux bouffées, et ça fait quasiment l'effet d'un joint. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus propre, il n'y a quasiment pas de fumée, et du coup c'est absolument pas cancérigène, puisque vous n'avez pas de goudron. Voilà. Qui est donc cet illustre inconnu, me demande-t-on? Bah, c'est moi, voilà, bonjour. Euh, donc, donc quels sont les effets qu'on voit depuis 3 ans? D'abord, on voit que, de manière très pragmatique, j'allais dire, les taxes prélevées par l'État sur le cannabis s'envolent, évidemment. Donc maintenant, le cannabis, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Et l'État en prélève environ 150 millions, 50 millions de dollars par an. Et sur ces 150 millions, ils en mettent 50 millions dans des programmes de construction d'écoles et le reste dans des programmes de prévention. Et donc vous avez maintenant plein de départements et de recherche. Vous avez plein de départements qui sont de l'administration, qui sont très bien financés et qui font plein de travaux très intéressants, puisqu'en fait c'est la première fois qu'on étudie véritablement le cannabis de manière complètement ouverte. Alors on me demande, est-ce que fumer vous fait devenir de gauche? C'est vraiment une question française. Ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers, les gens qui poussent le cannabis, notamment au Parlement à Denver, il y a des gens, des républicains de droite, des démocrates de gauche, pour des raisons parfois différentes. À gauche, parce que ça enlève un certain nombre de biais économiques et sociaux. On sait que les petits dealers étaient plutôt, quand le cannabis était prohibé, et que les gens qu'on mettait en prison à cause de la possession de cannabis étaient plutôt des noirs, plutôt des gens défavorisés, etc. Et puis à droite, les libertariens, au nom de la liberté individuelle, de la liberté de commercer. Alors, ce sont des agriculteurs qui vendent ou des PME avec boutique. La contrainte au début, c'était d'avoir une chaîne verticale, c'est-à-dire il fallait que la même personne puisse cultiver et vendre le cannabis. Alors maintenant, c'est plus tout à fait le cas. La division du travail opère davantage, mais ça fait que les gens contrôlent quand même relativement bien leur production et que par ailleurs, ils ne peuvent pas importer de produits de l'extérieur. Donc tout est fait de manière locale. Alors, donc ce qu'on voit, je disais, c'est utilisé pour des soins médicaux. Oui, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit pleinement légalisé à des fins récréatives en 2014, il a été légalisé en 2010, je crois, pour des raisons médicales. Ça, c'était déjà le cas en Californie. Et pour le coup, c'est assez, pour avoir parlé à des médecins sur place, c'est assez indubitable que ça a des vertus médicales qui sont d'ailleurs expérimentées depuis l'Antiquité. Hein. C'est une drogue, enfin d'ailleurs c'est une drogue, c'est une plante, hein. C'est une plante qui pousse dans la nature, qui poussait notamment en Asie, qui a 5000 ans d'histoire. D'ailleurs, certains disent qu'on a des récepteurs cannabinoïdes dans notre corps, précisément parce que le corps s'est adapté à l'usage de la marijuana au cours des millénaires. Et donc l'usage médical, il est à peu près indiscutable. Il permet notamment aux gens qui subissent des traitements lourds de chimiothérapie lors des cancers de retrouver l'appétit. Ça a sauvé un certain nombre de patients. Alors chacun raconte des histoires miraculeuses. Surtout, ça a un effet antidouleur très très fort. Donc au lieu de prendre des somnifères ou des produits pharmaceutiques qui sont en fait extrêmement addictifs et dangereux, ou des anti-inflammatoires et autres, vous passez une crème de cannabis à l'endroit où vous avez mal, ou bien vous prenez une bouffée avant d'aller vous coucher pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Et en fait, on s'aperçoit quand on va dans les boutiques où on vend le cannabis que les gens qui achètent du cannabis, c'est comme les gens qui seraient dans une boulangerie. Il y a de tous les âges, de tous les milieux. Il y a quelques jeunes étudiants qui veulent se défoncer, mais la plupart, c'est des gens qui en font un usage tout à fait contrôlé. C'est comme tout, quand vous apprenez, c'est comme l'alcool, quand vous apprenez à boire, c'est ce qu'on appelle en anglais la self-titration, quand vous commencez à vous autoréguler. Alors, les premières fois, vous prenez vos repères, et puis ensuite, vous l'utilisez à bon escient. D'autant que le cannabis a très très peu d'effets addictifs. Il a moins d'effets addictifs physiques, voire même pas du tout, que, évidemment, la cigarette ou même le café.
Alors, la contrebande sur les autres drogues, me demande-t-on, a-t-elle augmenté? Non, au contraire, en fait, ce qui est assez étrange, c'est de voir qu'il y a un rapport qui est sorti là, il y a quelques jours, qui montre que le taux d'addiction chez les jeunes au cannabis et le taux de consommation n'a pas augmenté, et que le taux de consommation des autres drogues non plus. Donc il semblerait qu'en fait, les gens qui voulaient se droguer continuent à se droguer, que ça n'a pas eu d'effet ni d'accélération, ni de diminution drastique, et donc que c'est assez stable. Bon, alors je disais donc, alors la criminalité bien sûr est en chute libre, donc vous enlevez un délit, donc vous enlevez évidemment les gens qui commettent le délit, c'est assez mécanique, donc vous avez moins 30% de criminalité, et on sait qu'en plus, s'agissant du cannabis, et particulièrement aux États-Unis, les gens qui étaient le plus arrêtés et parfois emprisonnés simplement pour possession ou pour consommation de cannabis, étaient plutôt des Noirs, des gens défavorisés, etc. Donc c'est un effet d'injustice économique et sociale, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cet amendement a été proposé. Et donc on s'aperçoit, si vous voulez, que tout s'organise, la société s'organise autour de ces nouvelles pratiques. Comment évolue le prix du marché? C'est intéressant puisque le ounce de cannabis, donc je pense que c'est un demi-kilo, est passé de 4000 $ quand c'était illégal à 1000 $ aujourd'hui. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que pourquoi c'était si cher? Pourquoi ça reste cher? Parce qu'il faut le cultiver donc à l'intérieur. D'abord parce que c'était illégal avant, et donc il faut des lampes extrêmement puissantes, il faut recréer tout un environnement. Mais en fait, la plante, elle, ne coûte rien. Et donc, vous avez déjà des gens maintenant, au Colorado, qui commencent à cultiver le cannabis dans des champs, comme on cultive du blé. Et ça ne coûte pas plus cher que de cultiver du blé. Et donc, en fait, ce que pensent les gens de l'industrie, c'est que dans les premières années de la légalisation, ils ont pu faire des profits importants parce que le prix restait un prix élevé. Les gens étaient habitués à payer un prix élevé. Mais que petit à petit, la concurrence arrivant, je crois qu'il y a maintenant 300 compagnies différentes qui tournent autour du cannabis au Colorado, 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc la concurrence, le développement des méthodes alternatives moins coûteuses vont se mettre en place. Donc la culture à l'air libre. Et vous pourriez tout à fait imaginer que petit à petit, le cannabis, ça soit comme le blé. Au prix du blé d'ailleurs. C'est-à-dire que ça pousse à l'air libre, et puis après, vous le vendez au kilo ou à la tonne. Donc en fumant, les gens deviennent dépendants. Ben non, puisque ils peuvent devenir dépendants psychologiquement, mais il n'y a pas d'effet de dépendance, d'addiction physique avérée avec le cannabis. Et encore une fois, c'est de toute manière bien moindre qu'avec la caféine ou la nicotine. On consomme constamment des substances addictives. Et le cannabis n'est pas de celle-là. Donc les gens, ils ne deviennent pas dépendants. Les gens à qui je parle, ils fument parfois. D'ailleurs, fumer n'est plus tellement le terme correct, puisque ça passe plus tellement par le joint, ça passe par le bonbon, ou ça passe par le vaporizer, le vaporisateur, hein, comme celui-ci. Donc, voilà, ils en prennent pour se détendre, comme on boit de l'alcool après un bon repas. Je regarde les commentaires qui défilent, je fais grâce des des moins bienveillants. On me dit bon, c'est de la propagande, etc. Mais justement, enfin, c'est pour ça que je viens là, c'est pour voir comment ça se passe. Il faut aussi savoir sortir de ces préjugés. Je pense que toute la prohibition du cannabis repose sur un énorme malentendu. Si vous voyez d'ailleurs historiquement comment ça s'est fait, la cannabis a été légale pendant des millénaires. C'est dans les années 30 aux États-Unis que la prohibition de l'alcool étant terminée, la Drug Administration a dû se réinventer, a trouvé le cannabis comme la nouvelle substance à condamner, a sorti des rapports totalement faux à l'époque, contredits par l'ensemble du corps médical. Donc c'est dans la théorie des choix publics, c'est vous voyez comment une administration crée son propre... comment la fonction crée l'organe de l'administration, et que l'administration ayant besoin de survivre se découvre une substance toxique que les gens consommaient depuis des siècles. Les grands groupes du tabac s'y mettent, non pas encore, notamment parce que tout doit être fait localement. Et il n'y a pas encore, d'ailleurs j'en parlais avec un des régulateurs, il y a des big tobacco aux États-Unis qui font beaucoup de lobbying,
autant il n'y a pas encore véritablement de big cannabis, c'est-à-dire il n'y a pas de groupe extrêmement dominants qui ont les moyens de faire un lobbying très puissant. Alors ça pourrait arriver, il faut sans doute faire en sorte que ça n'advienne pas. Encore une fois, il y a beaucoup de régulations qui sont prises. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de vendre, quand vous vendez des bonbons, vous devez respecter un certain nombre de critères de dosage. Il y a des contrôles que les gens respectent énormément. Les gens de l'industrie du cannabis sont vraiment des légalistes parce qu'ils savent qu'à la première erreur, ils peuvent d'abord être mis en prison par le gouvernement fédéral, non plus local mais fédéral. Et surtout, ils savent que tout le monde les regarde. Donc ils sont extraordinairement prudents, respectueux des lois, des régulations, des inspections. La compagnie de cannabis que j'ai visitée hier, donc qui fait de la production et de la vente, ils ont un contrôle tous les 15 jours à peu près dans leur usine, donc dans leur bâtiment de production. Donc ils ne peuvent absolument pas se permettre d'avoir la moindre défaillance, ce qui fait que toutes les plantes, par exemple, sont étiquetées pas vraiment à la naissance parce que c'est des clones, mais enfin dès qu'elles commencent à accroître, dès qu'elles dépassent 10 cm, je crois. Et ensuite, cet étiquetage les suit jusqu'au produit final. Donc, quand vous achetez ne serait-ce qu'un bonbon, si ça se passe mal, s'il y a un problème, vous pouvez remonter jusqu'au producteur initial. Donc ça n'a rien d'une jungle. C'est au contraire, c'est presque d'ailleurs quelque chose. C'est une industrie extrêmement contrainte. Sait-on combien ça rapporterait? Donc je vous dis, au Colorado, après 3 ans, c'est une industrie qui pèse $1 milliard, qui a énormément rapporté à l'État, qui a créé des emplois évidemment. En se substituant à rien du tout, puisque c'est une industrie nouvelle qui apparaît. Et encore une fois, l'État a récupéré 150 millions par an, et donc est ravi de pouvoir faire tous ces programmes qu'il n'avait pas les moyens de faire avant. La culture chez soi est légale, oui, alors seulement à très petite dose, puisqu'en fait, pour avoir une véritable installation de culture, il faut une licence. Il faut respecter un certain nombre de critères, il faut notamment avoir un casier judiciaire vierge de toute infraction liée à la drogue. Du coup, c'est un système de licence. C'est un système de licence sans plafond, sans cap. Donc, l'État peut distribuer autant de licences qu'il veut. Je crois qu'il y en a 350 ou 700 licences, je crois, aujourd'hui. Voilà, donc j'attends vos questions, une ressource pour l'État. Voilà. Si vous voulez, quand on le voit, on a l'impression que c'est à peu près indubitable. On ne comprend même plus, finalement, comment on a pu l'interdire, tellement ça paraît raisonnable, normal. Et quand vous vous promenez à Denver, c'est pas Amsterdam, il n'y a pas des nuages de fumée à tous les coins de rue. Au contraire d'ailleurs, puisque c'est interdit dans l'espace public. Alors, il y a une loi qui vient de passer qui va permettre sans doute de former des clubs de cannabis. Mais ce qui est assez intelligent aussi, c'est que le détail des régulations est laissé à chaque municipalité. Donc c'est aux gens, aux locaux, aux gens des quartiers, aux gens des villes ou des villages, de décider si oui ou non ils acceptent d'avoir des boutiques, qui sont donc autorisées par l'État, mais que la municipalité peut refuser. Si oui ou non ils acceptent d'avoir des espaces semi-privés, des clubs dans lesquels les gens peuvent consommer. Donc plus c'est décidé au niveau local, plus les citoyens se sentent impliqués dans ces choix politiques, et donc moins sacré de frustration ou de désordre social ou d'antagonisme politique, puisque les gens prennent les choses en main dans leur, comme ils appellent ici, dans leurs communities, et ensuite assument ou non les conséquences de ces politiques autour de chez eux, et ils les voient de manière extrêmement concrète. Donc les lobbies du tabac pèsent-ils lourd? Non, au contraire, en fait, les lobbies du tabac sont absolument contre la légalisation du cannabis, puisque maintenant, un certain nombre de médecins considèrent que le cannabis pourrait être un exit drug, c'est-à-dire une manière de se sevrer d'autres drogues plus nocives, comme le tabac ou l'alcool, pour ceux qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool. Donc, en fait, l'industrie du cannabis, elle a aujourd'hui 3 ennemis. C'est l'industrie du tabac, l'industrie de l'alcool et l'industrie pharmaceutique. Parce qu'en fait, le cannabis, qui est un produit naturel, sain et non addictif, se substitue à tous ces antidépresseurs qui sont abondamment prescrits aux États-Unis et qui entraînent énormément d'overdoses. Il y a plus de morts par overdose de médicaments légaux aux États-Unis que de total de morts par overdose de toutes les drogues réunies.
Et j'en profite pour ajouter qu'on ne peut même pas, faire d'overdose de cannabis. C'est médicalement impossible. Il n'y a jamais eu un mort directement par la consommation de cannabis. Alors, indirectement, parce que vous avez l'impression d'être un oiseau et que vous sautez par la fenêtre, évidemment, il y a toujours des accidents. Mais il n'y a pas de dommage physiologique qui puisse entraîner la mort. Donc la manière la plus simple, j'ai rencontré l'activiste qui pendant 10 ans a promu la légalisation du cannabis au Colorado, et il m'a dit la manière, en fait, l'argument qu'il a utilisé pendant 7 ans, il y a beaucoup d'arguments pour la légalisation, mais il dit l'argument le plus simple que tout le monde comprend, c'est comment pouvez-vous autoriser l'alcool sans autoriser le cannabis, alors qu'il est vu que l'alcool a des effets pires sur la criminalité, puisque un tiers des crimes sont liés à la consommation d'alcool. Quand vous consommez du cannabis, vous êtes un peu éteint, un peu stone, mais vous ne devenez pas agressif comme avec de l'alcool. C'est moins addictif que l'alcool, et c'est moins cancérigène que l'alcool. Et pourtant, c'est toujours une drogue considérée comme Schedule 1 aux États-Unis, c'est-à-dire extrêmement, sur le même plan que les opioïdes. Voilà, écoutez, à moins que vous ayez d'autres questions, vous pourrez retrouver ce reportage par écrit, hein, ça sera sans doute plus clair et moins balbutiant dans les colonnes du Point dans quelques semaines. En tout cas, moi, j'étais déjà assez naturellement enclin à penser que c'était une bonne chose, mais tout ce que je vois, me le confirme, et ça devient en fait quelque chose de banal. Et c'est ça la victoire de la légalisation, c'est que ça devient une industrie comme une autre et que les gens ne se posent même plus la question. Voilà, bon, merci à tous d'avoir suivi ce live. Nous le referons pour les prochains reportages. Et bonne soirée alors, puisqu'il est tard à Paris, mais que moi je vais là partir justement, c'est ma journée à la rencontre des chercheurs, donc je vais voir des gens qui travaillent sur l'ADN du cannabis, des gens qui travaillent sur l'économie du cannabis, des gens qui travaillent sur des médecins de l'hôpital de Denver. Donc merci à tous et à bientôt.